on aurait dû présenter une œuvre et puis les conversations dans le parc ont abouti au fait qu'on a présenté 8 œuvres et qu'ils ont même fait un jardin. Et vous avez la possibilité d'aller voir dans le parc historique et aussi dans la glacière des œuvres qui sont restées. Il y a une chapelle absolument extraordinaire, un œil de l'oubli, un œil de la mémoire, un petit fauteuil de marbre qui contemple le paysage. En tout cas, ce sont des artistes que j'aime énormément, qui se sont rencontrés à l'École nationale des arts décoratifs, puis se sont retrouvés à la Villa Médicis pendant 4 ans. Et puis après, je ne vais pas évoquer toute leur vie de création à deux. Moi, je les trouve extraordinaires parce que souvent, il y en a un qui commence la phrase et l'autre qui la continue. Peut-être qu'on va avoir ça aujourd'hui avec le sujet qui est dit par Anne, le verbe par Patrick, et ça, la parole circule. Voilà. Bon, j'essaie évidemment de vous faire rire. Alors, ils ont une grande actualité dans notre région, puisqu'il y a une œuvre, une commande publique, qui va être présentée à Orléans, n'est-ce pas, vers le 20 octobre, ou peut-être un peu plus tard, un petit peu plus tard, mais c'est une grande table au Parc Pasteur à Orléans. Voilà, donc vous reviendrez tous, ceux qui habitent près d'Orléans et les autres, admirer cette œuvre extraordinaire. Plutôt mi-novembre. Bon, la table n'est pas encore prête, mais non, mais je plaisante. Voilà, et ce sera présenté dans le cadre d'un festival qui s'appelle Archipel, si je ne me trompe. Voilà, c'est un hommage à Jean Zay, le grand résistant. C'est une très belle œuvre. Je vous passe la parole. Bien, rebonjour. Nous allons vous parler un petit peu d'un merveilleux, mais qui, pour nous, ce sont des choses qui ont un peu disparu. Lorsque nous étions jeunes, on a pas mal voyagé. Et je dois dire qu'on a été surpris par des choses qui étaient réparties un peu dans le monde et qui sont plutôt des architectures. Et je vais vous parler d'abord d'une chose et ce sont toujours des choses qui sont restées ancrées dans notre mémoire, mais vraiment à l'intérieur de nous et qui sont des choses qui resteront toujours. Et donc, quand nous étions jeunes, nous avions écrit sur nos passeports que nous étions architectes et archéologues. Parce qu'il fallait mettre les professions pour voyager sur les passeports. Et ça nous a beaucoup aidés. Et on avait demandé une autorisation de travailler à Caprarola, la villa Caprarola au nord de Rome, qui a été construite par Vignola, et de travailler spécifiquement dans le jardin, autour du casino, qui est un bâtiment situé à hauteur dans un jardin qui est dessiné et qui a été vraiment avec des statues assez grotesques et assez brutes. Et en tuf. Et c'est en fait c'est la résidence du président de la République pendant l'été. Oui. C'est pour ça que c'est fermé au public. Mais c'est fermé au public et nous avions l'autorisation d'aller travailler. Nous y avons passé plus d'un mois. Sous prétexte de faire une vague recherche qu'on n'a jamais faite d'ailleurs. Et en arrivant dans cet endroit, on était là, on découvrait tout. C'est incroyable. Il y a un énorme bassin avec des statues dans cette pierre moussue assez forte. Et puis, au centre d'un escalier qui descend... Parce que le jardin, il y a 3 jardins superposés. C'est dans une montagne, donc il y a une forte pente dans le jardin. Et ce sont des marches pour les chevaux, des marches très, très longues.
Et au centre, il y a une sorte de fontaine cascade avec un ruisseau au milieu. Et la sculpture, ce sont des serpents autour de cette eau qui coule. Donc on est déjà... Et sur les côtés, à gauche et à droite, ce sont des camélias. Et c'était le printemps. Et les camélias perdaient leurs pétales. Et donc ils étaient avec ces fleurs rouges. Et au sol, c'était tout rouge. Et donc déjà, on était là à regarder ça en se disant qu'est-ce qu'on peut faire avec. Et puis, au loin, on entendait une espèce de bourdonnement, de sorte de cavalcade bizarre. Et on se demandait d'où ça venait. Et tout d'un coup, il y a un énorme troupeau de moutons, mais plus de 100 moutons, et qui tout sont blanc, arrivés très blanc, et très qui propre. ont dévalé l'escalier devant nous. Et on est resté avec les pétales de camélia qui volaient et tout. Et il y avait des C'était un pans. moment absolument incroyable. Donc c'est resté vraiment en nous. Et ce sont des éléments vraiment qu'on estime merveilleux, parce que justement, ce sont des choses qui ont guidé aussi, qui guident notre travail, qui guident notre parcours en fait. Et puis, on a fait pas mal de voyages au Moyen-Orient. Dont un en Syrie, dans une ville, une petite ville au milieu du désert. C'est tout petit, hein, mais enfin c'est quand même une ville. Il faut rouler la moitié d'une journée dans le désert qui est assez plat. Il n'y a pas beaucoup de volume, de dunes. Et c'est Ressafé, c'est la ville du soleil, du ciel. Et elle est construite dans une espèce de schiste qui reflète le soleil, la lumière et le ciel. Et donc, on roulait depuis comme ça une demi-journée, et puis il y a une ligne grise qui apparaît, etc., etc. Il fait très chaud. Et vous arrivez au pied d'un mur qui fait le tour, en fait, qui ceinture la ville. Avec une porte, on rentre et à l'intérieur, ce sont des ruines. Tout est concentré, mais c'est quand même très très grand. C'est un énorme domaine et c'est en plein désert. Et donc pour nous, c'est resté vraiment comme quelque chose de merveilleux, quoi, au milieu du désert, parce qu'il y a un silence incroyable. Une odeur de poussière, de désert, quoi, de sable. Vous avez un peu de sable dans les dents, et c'est tout un ensemble de choses, quoi. Et puis, une troisième vision, la même chose dans un désert, c'était au sud de l'Irak, avant Basra, où il y a eu beaucoup de choses pendant la guerre dernièrement. On roulait quasiment presque toute la journée à travers ce désert comme ça, qui était long, poussiéreux, assez plat et assez ennuyeux. Et puis tout d'un coup, on voit un point un peu rose au fond, et puis qui s'approche, on s'approche, et c'est Our. Et déjà, l'idée pour nous, c'était Our en chaldée, c'est dans la Bible, etc. C'est quelque chose d'un peu mythique. Et on arrive au pied, et c'était dans les années 60, début 60, et rien n'avait été retouché. Il n'y avait pas, depuis, l'escalier a été refait, etc. Et c'était un gigantesque tas de briques sèches au milieu du désert. C'était presque la même couleur, mais c'était plus sombre. Et au pied, il y avait des restes de construction. Et là aussi, ce sont des éléments qui ont beaucoup compté dans le reste de nos travaux, parce que cette impression de silence, de temps et de choses qui n'ont pas été touchées depuis la construction, et qui est restée comme ça un peu défaite, c'est l'âme de notre travail, en fait. Voilà. Alors,
comme c'est un peu difficile de parler à deux, on a décidé que Anne allait vous lire un texte un petit peu sur les choses qui nous dérangent actuellement, parce qu'on pense que le merveilleux est en train de disparaître, parce qu'il y a malheureusement des prédateurs qui se servent du merveilleux pour en faire de l'argent, voilà. Donc c'est un peu quelque chose dont on va vous parler. Voilà. Merci, Monsieur Poirier. À vous, madame. Alors, je vais dire en beaucoup moins bien ce que vient de dire mon cher confrère. Et surtout, je voulais vous dire combien je me sentais démunie après le passage des 3 intervenants qui nous ont précédés et qui étaient tellement géniaux qu'on se sent tout petit quand on passe derrière eux. Donc, ça fait rien, on va prendre notre courage à 2 mains. Et je vais vous lire ce texte qui est à peu près la même chose que Patrick vous a dit, mais comme c'est moi qui le dis, c'est certainement beaucoup plus intéressant. Alors, nous sommes 2 vieux artistes de plus de 80 ans, nés respectivement en 1941 et 1942, pendant la guerre la plus destructrice du XXe siècle. Pendant plus de 80 ans d'existence, nous avons vu le monde se transformer sous nos yeux à une vitesse sans précédent dans l'histoire humaine. Nous avions cru naïvement que les hommes tireraient des leçons des drames de ce siècle destructeur. Nous avions cru qu'ils évalueraient les bienfaits et les méfaits des progrès scientifiques et technologiques. Mais il n'en a rien été. Et nous sommes arrivés aujourd'hui à une situation où les guerres ravagent toujours les continents et où le soi-disant progrès est en train de détruire l'équilibre naturel de notre planète. Pendant plus de 80 ans, nous avons vu le monde sans les dire et se détériorer sous nos yeux, la terre se bétonner sans discernement et les paysages se couvrir de constructions abusives. Nous avons vu le tourisme prendre des proportions absurdes et dénaturer les plus beaux sites culturels. Nous avons vu les plus beaux lieux dévorés par des cultures prédatrices et des intérêts particuliers. Nous avons vu et nous voyons encore des peuples et des cultures qui avaient duré des siècles être détruits et disparaître sous nos yeux. Nous voyons tous les jours le ciel, la terre et les océans asphyxiés par les actions humaines et la surpopulation, perdre leur beauté, leur flore, leur faune et leurs merveilles. Voilà, pensez-vous, une bien pessimiste et curieuse introduction à une conversation consacrée au merveilleux au cœur de la nature. Mais comment définir le merveilleux ? Pour nous, le merveilleux se rencontre aussi bien au cœur de la nature que de la culture. Le merveilleux est lié au concept d'étrangeté, de surprise, de beauté, d'émotion, de saisissement et de rêve. Pour nous. Peut-être pour d'autres, il est différent. C'est très subjectif, comme vous l'avez si bien dit, M. Martin. Ce merveilleux, nous l'avons rencontré au cours des nombreux et longs voyages que nous avons faits à une époque où les séjours sur les sites et dans les sociétés lointaines n'étaient pas encore entravés par des situations politiques, religieuses ou guerrières, et où le tourisme de masse n'avait pas encore exercé ses ravages. Car nous faisions partie de cette génération charnière qui a vécu entre 2 époques de l'histoire humaine et qui a pu constater des changements inouïs dont nous sommes parmi les derniers témoins. Nous étions guidés par une grande curiosité pour le monde qui nous entourait et particulièrement par notre passion pour l'architecture et pour l'archéologie. Il faut dire que, pour la petite histoire, qu'à cette époque, il fallait indiquer sa profession sur son passeport. Plutôt que celle d'artiste considérée alors comme peu sérieuse, nous nous étions attribués les professions d'architecte pour Anne et d'archéologie pour Patrick. Ces identités usurpées nous avaient donné accès à des lieux souvent fermés au public, sous couvert de recherches académiques, et nous en avons éhontément profité. Et c'est surtout ces 2 domaines,
l'architecture et l'archéologie qui nous ont procuré de nombreux émerveillements, car nous découvrions des paysages splendides et intacts, des architectures et des vestiges enfouis sous les sables ou la végétation, ou lorsque nous faisions la rencontre soudaine de sculptures à l'effigie de divinités disparues, dont les proportions parfois gigantesques provoquaient notre étonnement. C'est ainsi que notre vie nous a conduits vers des pays proches ou lointains, dans le temps et dans l'espace, comme la Mésopotamie, ou encore Tikal ou le Népal, les sites romains ou hellénistiques de l'Italie ou du Proche-Orient, ou les jardins maniéristes italiens comme Bomarzo ou Caprarola. Pourquoi cette rencontre avec le merveilleux était-elle alors plus facile et pourquoi est-elle devenue aujourd'hui si difficile ? Pour nous, la découverte des merveilles nécessite des conditions devenues rarissimes de nos jours. La lenteur, le silence et la solitude, qui permettent une concentration de l'esprit et une acuité du regard et de l'écoute générateur de rêves. Nous avons eu, comme nous l'avons dit, la chance dans notre jeunesse de séjourner longuement sur des sites peu fréquentés où nous pouvions errer en solitaire et qui nous ont laissé des visions éblouies. Ces visions sont restées gravées en nous et ont agi sur notre créativité. Elles se sont frayées un chemin à travers les innombrables images de notre mémoire et ont ressurgi parfois longtemps après, inspirant, sans que nous en ayons vraiment conscience, nombre de nos travaux. L'arrivée à Persépolis, au milieu du désert iranien, dans les années 60, reste un choc esthétique inoubliable avec sa garde royale de guerriers sculptés en bas-relief qui gravissaient les escaliers et son bestiaire géant. En 1968, nous avons erré dans Bomarzo désert. Bomarzo, qui à l'époque était presque encore à l'état sauvage. Bomarzo désert, domaine de l'étrange, parmi les monstres et les chimères, les sculptures géantes et sa maison penchée, parc alors à l'état sauvage et inquiétant, où la plupart des œuvres n'avaient pas encore été dégagées. Bomarzo et sa bouche de l'enfer menaçante, et les textes énigmatiques gravés le long de ses sentiers. Bomarzo, aujourd'hui transformé en Disneyland par le tourisme dévorant qui dénature l'art au profit d'intérêts financiers prédateurs de la culture. Bomarzo, dont tout mystère a fui. À Angkor, en 1970, nous étions absolument seuls. La guerre du Vietnam faisait rage tout autour de ce pays, restait encore pour peu de temps miraculeusement en paix et dissuadait les touristes. La guerre du Vietnam dissuadait les touristes. Angkor et ses architectures dévorées par les racines des arbres géants, où les yeux immenses des Bouddhas nous attendaient dans le silence de la forêt. Ces regards de pierre qui nous poursuivent encore, le thème de l'œil et du regard des statues, nous l'avons traité régulièrement et sous diverses formes dans nos travaux, et deux exemples sont encore visibles ici même dans le parc. À Tikal, au début des années 80, nous escaladons les escaliers vertigineux des temples mayas, dont la plupart n'avaient pas encore été fouillés. Nous découvrons les cris des jaguars et des singes hurleurs et la musique nocturne assourdissante de la forêt vierge. Et ça, c'est un souvenir inoubliable. Si vous avez déjà entendu la forêt se réveiller la nuit, c'est extraordinaire. Là encore, pas un chat pour visiter ce site perdu dans un Guatemala en proie à la guerre civile. Pas d'aéroport ni d'hôtel, mais de rares paillotes sur pilotis et de mauvaises routes à travers la jungle. Il est certain que l'expérience physique de ces ascensions jusqu'au sommet des temples de Tikal se retrouve dans nombre de nos travaux qui parlent d'escaliers et de montées, qu'elles soient physiques ou spirituelles, et de vertige. L'émerveillement, nous l'éprouvons aussi dès notre arrivée à Rome, à la Villa Médicis,
et à Ostia Antica, où la nature et les vestiges architecturaux sont maintenus dans un harmonieux équilibre qui transforme la ville d'Ostia en un grand jardin où se perdre à l'ombre des colonnes et des murs effrités. Ostia, où nous venions chaque jour, marchant lentement dans les ruines, pour relever avec nos pas le plan de la ville, prendre les empreintes des statues et des colonnes, photographier et collecter la végétation en de fragiles herbiers. Dès cette époque, en collectant nos plantes, nous avions remarqué les effets nocifs de la pollution urbaine sur la nature et en avions fait un sujet d'observation dans nos carnets de fouilles. Puis, à la Villa Adriana, séjour lumineux de l'empereur Adrien, où chaque édifice était le plan d'un songe, comme le dit si bien Marguerite Yourcenar dans son livre sur cet empereur philosophe, bâtisseur de rêves et de constructions, lui évoquant le souvenir de ses lointains voyages. Cette villa Adriana, dont Yourcenar, elle encore, dira qu'elle était le tombeau des voyages. Là se trouvait ce merveilleux théâtre maritime, petite île au milieu d'un bassin circulaire où Adrien aimait à se retirer pour être seul et méditer. Merveilleuse villa où se côtoyaient théâtre, bibliothèque et musée, nymphées et palestres, thermes et temples, et même un lieu souterrain représentant les enfers perdus, les enfers antiques. Sorte de cité idéale qui fut pour nous une source d'inspiration pour nos constructions utopiques. Puis, à Pratolino, à la Villa de Midolphe, dont nous avions découvert l'existence dans un vieux livre sur les jardins italiens. Cette immense villa médicéenne, proche de Florence, et remplie de merveilles, était considérée en son temps comme le plus beau jardin de l'Europe, et surnommée Laboratorio delle Meraviglie, laboratoire des merveilles. Elle était fermée au public depuis de nombreuses années. Nous y avions pénétré en fraude, en escaladant l'enceinte éboulée. Nous avions un peu craint la présence de chiens, mais le parc n'était pas gardé. C'est dans ce domaine à l'abandon que nous avions découvert, au bord d'un étang, cette statue gigantesque de Giambologna, l'Apennino, à l'intérieur de laquelle on peut pénétrer et dont les yeux servent de fenêtre pour regarder le paysage. C'est là encore que se confirma notre intérêt pour le hors d'échelle. En effet, nos travaux sont tantôt gigantesques, comme les grands yeux des géants de la gigantomachie, ou les grandes colonnes écroulées qui parsèment notre parcours, soit miniaturisés, comme nos villes minuscules, dans lesquelles il faut se réduire mentalement pour s'y promener. Il s'agit pour nous de mettre le spectateur devant une situation surprenante, où il devient un nain ou un titan, le faire pénétrer par là dans l'univers de l'irréel, du merveilleux. Enfin, ou essayer de le faire. Cette échelle titanesque, nous l'avons encore rencontrée dans d'autres lieux comme Selinunte, en Sicile, l'île des Cyclopes, ou du Cyclope, où les colonnes aux proportions colossales gisent au sol dans des écroulements démesurés. La Sicile, secouée périodiquement par de violents séismes capables de détruire des cités entières, comme Gibellina en 1968, où l'artiste italien Alberto Burri réalisa une magistrale œuvre mémorielle incroyablement puissante, une mémoire fossilisée de l'ancien village qu'il a figé sous des tonnes de béton en laissant ses rues vides et pénétrables. C'est-à-dire qu'il a coulé du béton dans tout ce qui était construit et il a laissé les rues vides. On peut encore marcher dans les rues, mais tout le reste ne c'est que des masses impénétrables. C'est un endroit fabuleux. Une autre vision inoubliable nous attendait dans le jardin du palais de Farnèse à Caprarola. Alors là, je vais un peu répéter Patrick. Ce palais conçu par Vignola
offre à l'intérieur de ses murs quantité de merveilles et de surprises en usage à l'époque maniériste. Trompe-l'œil, fausse perspective, chambre d'écho, anamorphose. Il comporte 3 jardins superposés dans la colline où il est situé, qui sont fermés au public. On y trouve des grottes, des cascades, des fabriques et des fontaines. Et ils sont peuplés de nombreuses figures mythologiques en tuf, nymphes, satyres, sylves, centaures et autres habitants des monts et des bois de facture forte et rude. De nombreux pans y vivent en liberté parmi les camélias et les magnolias. Nous avions obtenu le privilège d'y travailler pendant 1 mois, absolument seuls, pour y effectuer des herbiers et des estampages de statues. Le jour de notre arrivée, alors que nous montions les escaliers successifs, un troupeau de moutons très blancs a dévalé la pente à notre rencontre. Mais cela, nous l'avons peut-être rêvé. Du Népal, où nous sommes rendus à diverses reprises, nous avons ramené des visions merveilleuses, mais aussi cauchemardesques. Les énormes arbres sacrés, par exemple, que l'on colore de pigments rouges et de rubans multicolores, devant lesquels les orans viennent déposer de modestes offrandes. Ou, non loin de Katmandou, ce Vishnu géant endormi dans l'eau d'une grande vasque que les moines viennent recouvrir de fleurs et de fruits. Nous y étions allés le voir en 1970 à bicyclette, en partant de Katmandou, à travers une campagne verdoyante et cultivée. En 2012, lorsque nous avons voulu le revoir, plus de campagne, mais une banlieue sordide et ininterrompue. Comment en sommes-nous arrivés là ? Comment le toit du monde est-il devenu la poubelle du monde ? Dernièrement, en Sicile, nous nous sommes rendus sur un site dont il ne reste presque rien, perché sur un haut plateau dans un paysage sublime. Il s'agit d'Andranone, une ancienne colonie grecque de Sélinunte, devenue ensuite punique, puis entièrement rasée par les Romains, d'Élande à Est, Carthago. Dans cette solitude extrême, nous marchions sur les anciennes voies, enfouies sous le sable et la végétation. Les saxifrages et les mousses ont recouvert les dalles, et des bâtiments anciens ne restent que quelques pierres blanches qui dessinent au sol le plan tremblant de l'ancienne cité. La nécropole offre ses tombes ouvertes au ciel. Les sarcophages vides, pillés par les tombaroli, nous renvoient à notre propre vacuité. Ici et là, des fragments de l'ancienne muraille qui n'a pu résister à l'assaut des troupes romaines, ultime trace d'une cité détruite par la violence des hommes. Mais les hommes, dans leur fureur destructrice, n'ont pu tout effacer. La terre a préservé des preuves, les pierres parlent et le musée de la ville voisine conserve des objets évoquant un mode de vie raffiné et inattendu. Là est la vraie merveille, le triomphe de la mémoire sur la mort et sur l'oubli. Là est la vraie merveille. Ces quelques souvenirs ne sont que quelques-unes des merveilles aujourd'hui disparues ou menacées, rencontrées au cours de notre longue vie d'errance. Voilà, c'est tout ce que... Et c'est vrai que notre travail a beaucoup à faire avec justement les visions que nous avons pu avoir durant notre vie passée. Et heureusement, on continue à voyager et parfois à avoir de nouvelles visions, dont monter à Andranone, et où on était au mois de juin, et découvrir un site seul, et c'est ça qui est extraordinaire, c'est parce que finalement la merveille, elle est dans aussi l'idée qu'on découvre quelque chose, qu'on est seul. Il y a les odeurs. Le printemps avait été très humide, il avait beaucoup plu, donc la végétation était très haute. Il y avait, quand on marchait, il y avait cette odeur de mentuccia, la menthe sauvage, de fleurs écrasées, et tout
c'est un ensemble, en fait. Il y a aussi les oiseaux, le vent, l'air. C'est tout un ensemble, enfin, qui reste et qu'on essaye d'accrocher avec notre mémoire. Et souvent, ce sont ces choses-là qui nous restent. Et pour nous, c'est ça le merveilleux. Et nous, on n'arrive pas vraiment à détacher la merveille, l'émerveillement de la présence humaine, parce que l'homme fait partie du milieu naturel. Si maintenant on accepte que nous ne soyons plus des êtres privilégiés coupés de la nature, nous faisons partie de la nature, et les créations humaines, moi ça m'émeut autant que cette interaction entre nature et culture, donc entre création humaine et création de la nature. Moi, c'est ce qui m'émeut le plus. Voilà. C'est pour ça que on n'a pas beaucoup parlé de nature dans notre intervention. On a parlé plus de vision architecturale ou archéologique, parce que nous ne pouvons pas écarter la présence humaine de nos émerveillements. Et les images qui déroulent là, pendant qu'on parle, en fait, ce sont des images vraiment celles qui nous restent. On a vu tous ces lieux seuls, justement parce qu'on avait cette possibilité avec ces passeports oui, pas seulement parce qu'on avait la volonté. Et parce qu'on allait aux beaux-arts locaux ou autres, et on demandait à rester là longtemps. C'est-à-dire que donc on avait les autorisations de pouvoir rester seul pendant 1 mois, 2 mois, et être là. Et finalement, on devenait presque propriétaire des lieux, quoi. On arrivait chez nous, quoi. Et à chaque fois, c'est la même histoire qui se répète. Et pour nous, ça, c'est formidable, parce qu'au bout d'un moment, quand comme ça, on s'approprie des lieux, quand on déambule, par exemple, à Ostia, on y a travaillé très très longtemps, mais vraiment, c'était à nous, Ostia, il fallait pas... Vous aviez votre petite cabane, non? Et on avait une notre maison. Oui, on avait notre maison, et puis c'était vraiment notre ville, quoi. Et les archéologues savaient qu'on était là. Enfin, je veux dire, on a travaillé avec eux parce qu'ils voyaient qu'on était là et qu'on faisait des choses bizarres. Donc, ils étaient venus nous trouver. Et voilà. Donc, il y a tout un rapport aussi avec l'appropriation des choses. Je pense que aussi dans l'histoire du merveilleux, je pense qu'une œuvre d'art ou de la nature, ça vous relie à autre chose qu'à vous-même. Ça vous relie, quelquefois, je ne sais plus quelle œuvre tu as montré tout à l'heure, je n'arrive plus à la citer, mais ça te relie quelque part à l'universel, l'émerveillement. C'est pas, tu touches un truc qui est partagé par d'autres. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas. Madame était avant vous, monsieur, je suis désolée. Je vous remercier infiniment d'avoir cité Ghibellina, qui pour moi est une œuvre extraordinaire et alors paradoxale, parce qu'on critique la bétonisation aujourd'hui, mais en fait c'est ce qu'a fait Bourri. Mais il l'a fait pour préserver. Parce qu'en dessous, il y a ce village détruit. Absolument. Et donc, moi, quand je vois ce village, je suis émue. Et même en vous en parlant là maintenant, je suis émue. Et voilà, je voulais juste vous remercier de ça, parce que c'est une œuvre finalement qui est assez peu connue, contrairement à ce qu'on pourrait penser, et qui est, à mon avis, qui résume l'ensemble de l'émotion qu'on a par rapport à ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas. On a beaucoup parlé de vue hier, mais en réalité, je crois que c'est aussi ce qu'on ne voit pas qui est merveilleux. Absolument. Oui, c'est une œuvre totale. En plus, pardon, j'ai enfreint la règle numéro 2 en matière de conférence. J'ai pas de questions, mais c'était... Ah, non, mais merci, parce que vous avez beaucoup renforcé l'idée, la vision de Ghibellina par votre commentaire, et ça parce que nous, ce qu'on a montré, d'abord, c'est très difficile à photographier du Ghibellina, parce qu'il faut l'expérimenter. Parce que c'est très grand. Les photos, ça donne rien. C'est grand. Il faut rentrer à l'intérieur, il faut se perdre dans les rues, comme si... Et brusquement, il y a quelque chose qui monte, il y a vraiment... Et c'est encastré dans un paysage qui est absolument extraordinaire tout autour, très cultivé avec les vignes, etc. Donc tout d'un coup, il y a cette espèce
de masse incroyable dans laquelle on et circule. C'est aussi un monument aux morts, hein, c'est terrible. Oui, il y a le côté un peu, mais voilà, mais c'est là aussi, c'est assez silencieux, et vous êtes là devant cette, vous déambulez dans ces masses blanches et qui ont en fait de près aussi, elles ont toute une vie parce que c'est du, mais pour nous c'est vraiment une œuvre d'art complète, quoi, totale. Et les gens sont extrêmement respectueux. Souvent dans les lieux touristiques, là il n'y avait pas beaucoup de touristes parce que c'était en dehors des périodes, mais souvent les gens sont, enfin c'est normal, enfin, ils s'expriment. Là, les gens sont extrêmement silencieux, respectueux du lieu, vraiment. Je voulais simplement savoir où se situait cette échelle arc-en-ciel que je trouve assez fascinante. C'est près de Roussillon, En Provence. de la France. Comment ils font pour monter à l'échelle. Pour la maintenir, enfin, je sais Ah non, elle tient toute seule. Oui. Elle tient toute seule, c'est un miracle. Elle tient dans l'espace. C'est l'échelle de Jacob. Elle fait 20 mètres, de haut. Par les anges. Et on travaille toujours en lien avec le lieu. C'est-à-dire quand on va... Et là, avec Anne, tout d'un coup, on était dans cette propriété, parce que c'est un particulier, et tout d'un coup, on a vu ce paysage pris par le ciel aussi. Donc on a eu envie de... C'est un paysage en montée. Voilà, de faire quelque chose qui communique avec le ciel. Et donc on a décidé de faire cette échelle qu'on a appelée l'échelle de Jacob. Et donc elle est fabriquée en fait comme des mâts de bateau en carbone. Donc le carbone est souple et très, très résistant. Et bon, il y a une base en béton assez costaud quand même, et de manière à ce que ça ne bascule pas, mais voilà, c'est tout. Et elle tient depuis maintenant, je ne sais plus, 20 ans à peu près. Ça s'appelle le jardin de Samsara. Oui, ça s'appelle Samsara. Propriété privée, mais on peut s'inscrire et on peut visiter. Il y a une autre d'Anne Patrick aussi. Le côté curieux, c'est que la femme du propriétaire, le jour où on a érigé cette échelle, nous a dit après, vous savez, elle nous avait rien dit. Hein. L'échelle de Jacob, pour moi, c'est quelque chose de très, très, très précieux, parce que j'avais un oncle, elle vivait au Maroc, qui me racontait à peu près tous les soirs pour que je m'endorme, l'histoire de Jacob. Petit Jacob et de sa grande échelle. Je trouvais que c'était très joli. Et nous, on ne savait pas ça. Et donc, souvent, avec notre travail, il y a souvent des coïncidences qui marchent comme ça. Est-ce que c'est l'intuition ? Est-ce que c'est le hasard ? Mais je dois dire qu'on marche beaucoup avec des intuitions. Quand on connaît les gens, etc. Enfin, je pense que l'intuition, c'est une des fonctions principales de la créativité, en toute façon, oui. Plus que la raison. Oui. Moi, je voudrais vous dire que je suis émerveillé de vous rencontrer, parce que pendant des années, avec nos enfants, etc., nous nous arrêtions à la colonne brisée, et que j'aurais jamais pensé vous rencontrer, et que nous y trouvions au présent. Au présent, oui, pardon. Et voilà. Et donc, je voulais vous faire part de cet émerveillement, de vous rencontrer. Mais je préfère que vous soyez émerveillé par la colonne que par nous. Les deux. Non, c'est d'ailleurs pour parler de la colonne que je prends la parole. Mais nous sommes très touchés parce que, vous savez, je dirais, un chanteur, une cantatrice, il a un retour immédiat de quand il a chanté, tout le monde s'enthousiasme, un musicien. Bon, les artistes, c'est quand même beaucoup plus rare. Et puis le milieu artistique n'est pas forcément sur le compliment, sur l'adulation, sur...
Mais donc, ça fait toujours très plaisir d'avoir des retours comme le vôtre, vraiment. Et puis, c'est une pièce qui nous a vraiment... bon, c'est vrai que ça a été un travail assez gigantesque, oui, si on peut dire. Et il y a eu même un épisode assez drôle, parce que pendant la construction, c'était un hiver... C'était l'autoroute n'était pas terminée encore. Il n'y avait que les instruments, les camions pour les travaux qui passaient dessus. Et elle penche comme ça, évidemment, avant de s'écrouler. Et il y a un camionneur qui s'est arrêté et qui a dit: les gars, vous voyez pas, elle est en train de tomber. Non, mais c'est vrai, hein, on ne l'a pas inventé, je vous assure. Il a arrêté son camion, il a traversé le terrain et il est venu dire: oh, faites gaffe. Hein, Non, c'est un peu notre défaut, c'est qu'on est un peu on n'a pas le sens de la mesure, ni en petit ni en grand, voilà. Mais vous pouvez nous expliquer la genèse de cette œuvre? Alors, depuis toujours, quand on est arrivé en Italie, on a commencé avec Patrick à travailler ensemble. On était entouré effectivement de culture romaine. Et nous, c'est notre environnement qui guide notre travail. On est un peu comme des éponges. Voilà. À Rome, on était effectivement intéressés par ce qui nous entourait. Et il y avait énormément de colonnes, qu'elles soient debout ou tombées. Mais ce n'était pas dans un sens, comme tout le monde l'a cru au début de notre travail, de néoclassicisme, d'admiration pour l'antique. Pas du tout. On s'est rendu compte de la fragilité, du fait que cet empire immense s'est écroulé. Et que cette chose-là, on est nés pendant la guerre, s'était reproduit souvent au cours de l'histoire, et récemment encore, parce que la Deuxième Guerre mondiale, elle n'est pas tellement loin finalement. Et donc, on était très conscient de la fragilité du monde dans lequel on était. Et de la violence de l'histoire. Parce qu'à Rome, elle est partout présente. Et il y a aussi ce fait qu'à Rome, l'histoire n'est pas figée. Elle n'est pas respectée, elle n'est pas muséifiée. C'est-à-dire quand on construit un nouveau bâtiment, au XVIIe siècle, on a construit un nouveau bâtiment, on a fait évidemment des fondations, et dans les fondations, on a trouvé des restes d'une nécropole, on a pris les sarcophages, on en a fait des fontaines, on a pris des inscriptions, on les a figées sur les murs, des fragments de statues, etc. Donc tout ça continue à vivre. Il y a encore le théâtre Marcello était habité les ruines étaient habitées, une partie était reconstruite. Donc c'est pas du tout figé, et l'histoire devient vivante, devient une mémoire vivante. Pourquoi je disais tout ça? La genèse de la colonne. Oui. Alors on a commencé à s'intéresser beaucoup aux colonnes. Enfin, on a construit beaucoup de colonnes. Et on s'est rendu compte que la colonne a commencé à faire partie de notre vocabulaire d'expression. Parce qu'avec notre travail, notre vocabulaire, les mots s'ajoutent. Alors la colonne, ça fait partie d'un des mots. On avait construit un grand paysage noir qui s'appelait Osée, et après un autre autour, qui flottait, qui baignait sur de l'eau. C'était paysage foudroyé. Paysage foudroyé. Et c'est à ce moment-là et quand on construit nos maquettes, on se réduit nous-mêmes mentalement, et donc on devient les habitants, les architectes, les promeneurs. On n'est pas du tout le Deus ex machina, comme tu disais, ou le je ne sais pas quoi. Pas du tout. On n'a pas. D'abord, on travaille à deux. Hein. Alors, moi, je suis pas. Tu n'es pas mon Dieu, hein, Patrick. Je te dis. Et on avance tout doucement, c'est-à-dire comme si on marchait. Donc tous les jours, on travaille beaucoup, et tous les jours, samedi, dimanche, il n'y a pas de. Voilà, c'est comme une promenade qu'on construit. Et là, on avait construit un petit paysage avec une colonne écroulée,
qui ne se voit à peine parce que la maquette est assez grande. Donc, mais elle est comme ça, elle est inclinée, comme une... Et on a repris cet élément qu'on a posé dans ce paysage, c'est-à-dire que quand on nous a demandé de faire quelque chose, on ne savait pas trop, mais l'autoroute était en construction, et ils nous ont emmenés en 4x4, comme ça, sur cette piste, en nous disant, quand vous voyez un endroit qui vous plaît, vous nous le dites. Et puis je veux dire qu'on ne voyait pas grand-chose, et tout d'un coup, on est passé dans cet endroit qui s'appelait les Bois Noirs. Un peu sombre. Et les Bois Noirs, tout d'un coup, ça résonnait en nous. On a fait arrêter la voiture, on s'est promené. Et effectivement, c'est un peu sauvage, un peu dur. Donc on a dit, c'est là. Et donc voilà. Mais pourquoi le choix de la colonne, plus précisément? C'était parce que les autoroutes en France, on ne construit pas autour. Donc, on s'est dit, là aussi on a changé d'échelle, c'était comme les allées d'un immense jardin, parce qu'on ne voit que des paysages, et que finalement, cette colonne aurait pu être une des folies de ce grand jardin. Et parce que dans les parcs, dans les jardins classiques, il y a des folies, et dont beaucoup de colonnes, comme près de Paris, là, désert de Retz. À Retz et tout ça. Donc la colonne fait partie du vocabulaire des jardins, et on a pensé à faire cette colonne écroulée, parce qu'on est toujours très optimiste, comme dans notre travail, et que... Voilà. Non, mais Est-ce que j'ai répondu? Est-ce que nous avons répondu? Écrouler, est-ce que c'est pour le futur? Est-ce que ça peut être pour les deux. Ça peut être pour les deux, parce que est-ce que c'était une des colonnes qui marquait les limes antiques? Pourquoi pas? Donc la frontière entre deux régions, ou est-ce que c'est dans le futur? Est-ce que d'autres colonnes vont s'écrouler? Il y en a d'autres qui sont écroulées de colonnes, comme la colonne Vendôme, par exemple. Ça a dû être une belle chute, celle-là aussi. Hein. Oui, mais là, elle est stabilisée. Donc, c'est un peu... la démocratie qui est un peu... bon, mais qui reste quand même... il y a un morceau, quand même. Vous dites que l'art a besoin du regard de l'homme, mais qu'en même temps, souvent, il y en a trop. Notamment les sites ultra touristiques. Comment on trouve je sais pas, moi je suis pas, c'est pas mon métier de trouver ça, mais l'exemple de Chaumont est génial, parce que là, vous rentrez dans un paradis et vous oubliez tout le reste, c'est un écrin, quoi. Et alors que le problème, c'est que maintenant, beaucoup de lieux sont absolument happés par des promoteurs ou autres qui n'en ont rien à foutre, et ils savent que ça amène des gens, des frics, et voilà. Ça n'a rien à voir, rien à voir. On a assisté une fois au Mexique. Oui. Alors là, c'est une histoire... ah oui, c'est une jolie histoire. Tintin et Titine... Au pays des gangsters. Chez les gangsters. On avait fait une exposition à Montréal. Une anecdote. Hein, Montréal. À Montréal, dans une galerie dont le propriétaire avait un ami qui habitait au Mexique et qui était directeur de Coca-Cola. Coca-Cola ou Pepsi-Cola, enfin peu importe. Et qui nous avait dit, mon ami, il aime beaucoup. Mon ami, il aime beaucoup l'art, et tu vas voir, il va vous faire quelque chose. Bon, alors, il vous invite chez nous, il vous invite chez lui, et voilà. Alors, on arrive à Acapulco. Et une voiture vient nous chercher. Limousine longue comme ça. Et nous conduit dans un endroit protégé. Il y avait les gardiens avec des chiens et tout, un passage à niveau. Une villa. Et on arrive à une villa. Bon, très bien. Qui dominait la mer, magnifique. Non. Et puis, un jour passe, 2 jours passent, 3 jours passent, 4 jours passent. Il y avait nous, personne. Et le gardien, la femme du gardien qui nous faisait déjeuner. On ne pouvait pas sortir.
On était enfermés dans on avait amené celui-là. des livres, mais au bout d'un moment, Au bout de c'était quelques fini. jours, on Quoi. s'est dit, Et mais puis on tout est d'un vraiment coup, il y prisonniers, a là. Qu'est-ce qu'on fout là? Madame, Qu'est-ce qu'on Madame nous téléphone et nous dit, je viens vous chercher dans 5 minutes. Bon, elle nous fait, ça devait être son mari qui lui avait dit, faut faire quelque chose. On fait le tour d'Acapulco et on évitait les banlieues où on voyait, Parce que tu vois, toute la pauvreté. le Mexique, c'est épouvantable. Donc déjà, tu vois, on était un peu mal à l'aise. Et puis on rentre chez nous. Bon. Et puis tout d'un coup, un matin, Bob nous appelle en Ça disant, Bob. je passe vous prendre. Et Bob arrive. Et ça a été une journée du Hallucinant. matin au soir. C'était vraiment les deux couillons chez les gangsters. Chez les gangsters. Tintin et Titi chez les gangsters. Et donc, ça a commencé le matin. On a été reçus sur une terrasse où c'était Non, d'abord le bateau. Non, c'est après le bateau. Sur une terrasse où il y avait des grosses têtes qui servaient des petits sandwichs. Et on ne savait pas où on était. C'était sur une terrasse d'un immeuble au centre d'Acapulco. Et il y avait tout un monde fou. Et puis, alors, on était là comme des idiots. Bon. Et puis, bon, ça passe. Et Bob vient nous dire, bon, je vous emmène, il y a un colloque. Et c'est pas comme ici. Hein. Il y a un colloque et je voudrais vous présenter au ministre de la Culture mexicain. Qu'est-ce qu'on va faire avec le ministre de la Culture? On arrive dans une énorme salle et effectivement, et donc on s'assied à côté de lui, tout ça. Et puis, on était pris en otage. Une conversation. Et en fait, la conversation, c'était pour faire de la publicité pour le Mexique. Comment faire comment construire les aéroports le plus proche possible des sites archéologiques. Et en fait, il n'y avait que des promoteurs américains ou autres qui étaient là. Et bon, donc déjà, nous, on a commencé à se dire, tu sais, c'est pas notre tasse de thé, là, on n'est pas vraiment là où il faut. Bon. Et puis Bob nous dit, on va aller déjeuner sur mon yacht, venez avec... Alors on suit Bob, il y avait ses copains. De toute façon, on était pris en otage, il n'était pas question qu'on fasse quoi que ce soit. Oui, on ne savait pas. Donc on suit Bob, on va sur son yacht, on démarre tous pour le déjeuner. C'était pendant la guerre du Golfe. Et donc, moi j'étais à côté d'un Américain donc, qui me dit qu'il est architecte. Et je dis, qu'est-ce que vous faites comme et il me dit, ah ben je viens d'avoir le contrat de reconstruction du Kuwait City, parce que c'était au moment de la guerre de Kuwait. Donc, bon, voilà. Bon, très bien, tu dis quoi après? Une belle commande. Et puis on arrive dans une baie absolument, mais vraiment extraordinaire. De beauté. Et il y avait un mec en scooter des mers. Et Bob vient en me disant, tu vois, dans 10 ans, chaque Mexicain aura un scooter des mers. Ah. Alors pour nous qui sommes des maritimes, parce que Patrick est breton et moi je suis marseillaise, ça commence. C'était vraiment tout était comme dire ça. tout ce qu'il fallait pas. Et après, on repart, on déjeune, on repart. Et puis il y a un des types on passe le long de la côte, comme ça, pour faire voir la côte. Et il y a un type qui dit, il y avait des belles villas. Ah tiens, un tel, qu'est-ce qu'il devient? Ah ben il est en tôle. Bon. Et ça a été comme ça toute la journée. Après, il nous a emmenés chez un copain qui avait soi-disant un petit musée. On est arrivé et le type en question arrive. Bon, bonjour, tout ça. Et puis, Bob lui dit, comment ça va? Qu'est-ce que tu fais? Oh, il faut que je te montre, j'ai un nouveau... Je vais avoir un... J'ai mon nouveau jouet. Oui, mon nouveau jouet. Bon. Il demande à quelqu'un d'aller chercher un carton. Il arrive avec un carton à dessin qu'il ouvre et un yacht énorme, tu sais, avec les hélicoptères sur le yacht, etc. tous les plans et tout. Alors, moi, maintenant, je lui dis, vous faites construire ce truc-là où? Il dit, à Cherbourg. Ah. Bon. Oui, parce que...
enfin, il s'occupait de la sécurité de je sais plus qui. Ah oui, c'est le mec. Alors le mec, tout l'argent, il avait tout cet argent, il était si riche parce qu'il avait une société De sécurité, de mecs pour la sécurité. Enfin bon, ça continue. Et alors le soir, on va dans une. On n'avait pas dîné, rien. On avait pris 3 sandwichs à midi. On commençait à être un peu défait. Il nous emmène dans une boîte de nuit qui était sa boîte de nuit. Et le sol bougeait en rythme de la musique. En rythme de la musique. C'était sur l'eau. Et à peine arrivé, il y avait, je ne sais plus, 5 ou 6 filles mais de 15 ans, tu vois. De 15 ans qui sont arrivées, Bob, et nous voilà au milieu de tout ce groupe. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Et à un moment, j'ai dit à Bob, j'en peux plus. J'en ai marre. J'en ai marre. Il nous a fait ramener et il nous a fait renvoyer. Et le lendemain matin, on était très contents. Il nous a renvoyé. On nous a renvoyés à l'aéroport. Parce que j'étais un peu méchant. Enfin, on s'est un peu engueulé. Parce que... Mais pourquoi on disait ça? Ben, je sais pas. Non, mais justement, à propos des promoteurs, enfin de tous les gens, parce que c'était tout, en fait, c'était ça, ils se préparaient à construire les aéroports le plus près des sites, de construire les hôtels, les machins, les trucs, de manière à tout plomber. Et puis, voilà. Tant que si on laisse la culture aux mains uniquement de la finance, ça peut être dangereux quand même. C'est un peu. Enfin, c'est une analyse un peu primaire. Aimerait mais moi, donner un autre éclat. Je vois que le résultat, je vois pas le mécanisme. Enfin, je pense qu'un directeur du musée comme Jean Hubert connaît ce problème beaucoup mieux que nous. Nous, on n'en voit que les conséquences, mais tous les problèmes que ça comporte, c'est énorme. Je pense que pour résoudre ça, c'est terrible. Le Louvre, en ce moment, c'est insupportable, tu peux pas y aller, quoi. Moi, j'avais un projet dans les années 80-90 où ça commençait à augmenter comme ça. Je m'étais dit, au moment où Disneyland s'est construit, je m'étais dit, il faut construire un faux Paris avec une tour Eiffel, un faux Louvre, un faux machin, à côté de Disneyland, et les gens sortent de l'aéroport, ils viennent les prendre en bus, hop, ils les amènent, et ils voient que du feu, parce que de toute façon, voilà, ils sont à Paris, puis ils repartent. En tout cas, on espère qu'un peu de merveilleux restera dans le monde encore. Mais madame disait que qu'on arriverait à ne plus voir les expositions qu'en virtuel. Oui, mais malheureusement, parce que la matière dans l'art, ça compte terriblement quand même. Je veux dire, la perception de la matière. C'est la confrontation. Oui. L'échelle. Mais on en arrive, c'est sûr que quelquefois, on se dit, bon, bah, je préfère voir une reproduction parce que je peux pas aller voir cette œuvre dans tel musée, c'est pas possible. Voilà. Merci de votre attention et de votre indulgence.